Cette année 89 restera comme une année charnière dans l'histoire du XXe siècle. Le 9 novembre de cette année-là, le monde stupéfait assistait à la chute impensable du mur de Berlin, l'un des symboles les plus forts de la guerre froide entre le bloc communiste et les Occidentaux. Cette disparition du mur aurait été impossible sans le combat d'abord des ouvriers polonais et sans l'ouverture progressive à l'été 89 de la frontière entre la Hongrie, alliée de Moscou, et l'Autriche. Le rappel de cette page d'histoire avec Mylène Girardot. 27 juin 1989, sous l'œil des caméras de télévision, le ministre des Affaires étrangères hongrois et son homologue autrichien coupent ensemble les barbelés qui séparent les deux pays. Il est temps d'officialiser le mouvement En Marche. Depuis presque 2 mois, le rideau de fer a commencé à disparaître. Cette frontière mise en place par les soviétiques, avec des miradors, des murs et des barbelés, pour empêcher la fuite des ressortissants de l'Est vers l'Ouest. Le 2 mai, le gouvernement décide de la supprimer. Sur la route entre Budapest et Vienne, les gardes frontières reçoivent l'ordre de la découper. Les Allemands de l'Est affluent vers la Hongrie. Ils partent en vacances avec l'espoir de ne jamais rentrer. Mais passer en Autriche n'est pas si simple. Les douaniers hongrois surveillent activement. Jusqu'au grand pique-nique pan-européen du 19 août. Ce jour-là, la frontière austro-hongroise est ouverte provisoirement. Des centaines d'Allemands de l'Est s'échappent. Trop tard pour reculer. Quelques jours plus tard, la frontière est ouverte officiellement. Des milliers d'Allemands affluent, ils seraient 15 000 à s'être réfugiés à l'ouest la première semaine. Au même moment, en Pologne, des élections semi-démocratiques consacrent la victoire du syndicat Solidarność de Lech Walesa face aux communistes. Et les mouvements populaires prennent de l'ampleur. À Budapest, le 16 juin, les funérailles nationales pour l'ancien chef du gouvernement Imre Nagy, exécuté 30 ans plus tôt par les communistes, se transforment en manifestations géantes pour les libertés. En Allemagne aussi, à Berlin, Leipzig, Dresde, partout les mêmes slogans. En octobre, lors des célébrations du 40e anniversaire de la RDA, Mikhaïl Gorbatchev, le père de la perestroïka, est acclamé par la foule. Le chef de l'URSS met en garde le président est-allemand contre l'absence de réformes. Une dizaine de jours plus tard, Erich Honecker démissionne. Le 4 novembre, 1 million de personnes manifestent à Berlin-Est. Ils réclament la liberté de circuler. 5 jours plus tard, à la surprise générale, le mur de Berlin tombe et avec lui, 40 années de séparation entre l'Est et l'Ouest. Alors, 2 invités pour évoquer cette page d'histoire et ce bouleversement de la carte de l'Europe. Jacques Rupnik, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes historien, politologue, directeur de recherche au CERI, qui est le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Vous êtes sans doute un des meilleurs spécialistes français de l'Europe centrale et orientale. Et puis, Andras Faber, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en direct avec nous par Skype depuis Budapest, vous êtes hongrois, journaliste, vous avez vécu ces événements de 89 et vous avez animé d'ailleurs des émissions en langue française sur la radio hongroise, c'est pourquoi vous parlez si bien français. Alors je vais commencer par vous, Andras Faber. Avec le recul, comment est-ce que vous expliquez que cette frontière avec l'Autriche ait pu s'ouvrir aussi facilement, sans violence, à l'été 89 ? Il faut insister sur le caractère non violent de ce qui s'est passé en 89. Il faut ajouter que la population hongroise, normalement, est très paisible, très pacifique, endurante, et que le régime qui a précédé ces événements très denses intervenus pendant l'été 89 était plus relâché que ceux qui entouraient la Hongrie. Ouais. Donc on était rempli d'espérance, on était plein d'enthousiasme, on avait un sentiment que quelque chose de très positif va advenir. Et moi j'ai l'impression, je me souviens très bien d'avoir regardé cette émission toute la journée, toutes affaires cessantes, ouais. Regarder ce qui se passait sur la place des Héros le 16 juin 1989. Et je me souviens également d'une impression personnelle, j'ai eu l'impression d'avoir marché la tête baissée dans les rues pendant assez longtemps. Et quand j'ai regardé tout ce qui se passait pendant l'été 89, j'ai réalisé que je commençais à marcher la tête soulevée, relevée. J'ai relevé la tête haute.
ça peut être également caractérisé comme quelque chose de symbolique. Oui. Alors Jacques Rupnik, même question. Comment se fait-il que les Russes, les Soviétiques à l'époque, n'aient pas réagi? Pourquoi? Comment se fait-il que cet événement, cette ouverture des frontières, a été en fait le signe de la débandade en fait du bloc soviétique? Je pose la question à Jacques Rupnik à Paris. Je pense que l'élément clé, c'est la politique de Gorbatchev. Ouais. Gorbatchev avait la thèse de la maison commune européenne. Il avait annoncé aux dirigeants communistes est-européens qu'ils ne pouvaient plus compter sur la garantie militaire de l'Union soviétique et que par conséquent chacun devait choisir la politique qui était la plus adaptée. Et bien entendu, l'ouverture de la frontière, elle a été négociée par le ministre des Affaires étrangères hongrois Gyula Horn avec le chancelier Kohl lors d'une rencontre. La Hongrie a obtenu de grands crédits dont elle avait besoin. Et donc cette ouverture était concertée avec les Allemands d'un côté et de l'autre côté le laisser-faire de Gorbatchev. On peut dire que d'une certaine manière, le mur de Berlin qui allait tomber quelques mois plus tard, le système communiste s'est effondré comme un fruit mûr. Oui, certainement. Si vous voulez, les Polonais ont brisé le premier tabou, les élections libres, le 4 juin. Les Hongrois ont brisé le second tabou, qui était l'enfermement, l'ouverture du rideau de fer. Et à partir du moment où les Allemands de l'Est votaient avec leurs pieds et partaient massivement rejoindre leur patrie. Ils quittaient leur pays pour rejoindre leur patrie. C'était quelque chose d'inouï. Et ils avaient par là même déstabilisé le régime est-allemand. Et la chute du mur, à partir de ce moment-là, n'était qu'une question de temps. Le 9 novembre. Le 9 novembre 89. Oui. Et Gorbatchev, d'ailleurs, a contribué à cette chute du mur à Berlin, puisqu'il était au 40e anniversaire des festivités. Oui, il a laissé tomber. On l'a vu dans les images. Il a laissé tomber la direction est-allemande. Et à partir de ce moment-là, un régime est-allemand sans le soutien de l'Union soviétique, il n'était qu'une question de temps. Je crois qu'il a même répondu aux Hongrois, faites ce que vous voulez, l'air de dire, je m'en lave, c'est à vous de jouer maintenant. Absolument. Ouais. C'était son idée qu'on ne pouvait pas maintenir ces régimes par la force. Chacun devait trouver, disons, un modèle réformiste comme lui-même essayait de le faire en Union soviétique. Andras Faber, encore un mot sur cette époque 89. Vous aviez l'impression, à ces moments-là, ces jours-là, cet été 89, de vivre un moment historique? Absolument, on en était très conscients et on était remplis d'enthousiasme. On prévoyait pas tout ce qui allait se produire, mais on était très optimistes à l'époque. Alors, 25 ans plus tard, je crois que vous êtes moins optimiste. Quelle est votre analyse justement de la situation? Qu'est devenue la Hongrie 25 ans plus tard? Oui, enfin, on était revenu depuis ce temps-là au tempérament hongrois bien connu. Il y a un vieil adage qui dit que les Hongrois pleurent pour se divertir. Et effectivement, il y avait des soubresauts de l'histoire qui ont fait que la Hongrie est toujours un pays assez pauvre. Un tiers de la population lutte pour sa survie, pour les besoins les plus élémentaires de survie, de subsistance. Et la société hongroise est très fortement divisée. Il y a les pro-européens et les anti-européens également. Actuellement, les pro-européens sont en majorité, bien sûr, mais il y a beaucoup de critiques qui ont été formulées par le gouvernement et également par le peuple. On ressent pas suffisamment la proximité de l'Europe. On aimerait être plus proche, on aimerait être plus en dialogue avec ce qui se passe dans le reste du continent et dans l'Union européenne. Je vais poser cette question justement sur le rôle, la perception plutôt que ces pays-là ont aujourd'hui de l'Europe. Est-ce que l'Europe, il y a un désenchantement européen pour les pays de l'ancienne Europe de l'Est et en particulier pour la Hongrie? Bon, il est difficile de généraliser, justement. La Hongrie est un cas particulier puisqu'elle a un gouvernement, disons, national-conservateur qui ne se gêne pas pour critiquer Viktor Orban, qui est un critique virulent souvent de l'Union européenne. Et il a en plus à sa droite un parti Jobbik d'extrême droite nationaliste qui est carrément europhobe. Donc eurosceptique Orban plus europhobe Jobbik, vous avez là quelque chose qui représente à peu près les 2/3 du Parlement hongrois. Et vous avez surtout une régression de la démocratie dans le pays
aujourd'hui, 25 ans après, quand même, le recul de l'état de droit en Hongrie est quelque chose d'assez préoccupant. La loi sur la presse, en particulier, est inquiétante. Mais jusqu'à remettre en cause la présence de l'Hongrie dans l'Union européenne ou... Non, ça ne remet pas en cause la présence dans l'Union européenne, parce que justement, c'est ça un problème de l'Union européenne. Une fois que vous êtes dedans, il est très très difficile de faire des remontrances aux États membres. Mais il ne faudrait pas généraliser ce tableau à l'ensemble de l'Europe centrale et orientale. Il y a quand même beaucoup d'émergence de partis anti-européens ou des partis nationalistes, des partis d'extrême droite, ou aussi beaucoup d'abstention. Oui, alors l'abstention plutôt que l'opposition. Ouais. Les europhobes sont en Europe occidentale, dans l'Europe du Nord. On l'a vu en France aux élections, on l'a vu en Grande-Bretagne. Non, ce qui est préoccupant en Europe centrale, c'est l'abstention, l'indifférence. 14% de participation aux élections européennes en Slovaquie, 18% en République tchèque. La Croatie vient d'adhérer, 25%. C'est-à-dire, on est indifférent, on ne comprend pas une institution lointaine, mais on apprécie les bénéfices que l'on tire de cette institution. Andras Faber, il y a un désenchantement par rapport à l'Union européenne, comme je le disais tout à l'heure. Oui, il n'est pas tout à fait général, mais évidemment, les conditions de plus en plus précaires accentuent ce désenchantement, et on attend toujours la chemise de l'homme heureux. Vous savez, c'est une vieille anecdote, l'homme heureux qui n'a pas de chemise. Ouais. Alors, le premier pas est déjà franchi, on n'a pas de chemise. Mais on attend le bonheur, qui sera pour demain, certainement, incontestablement. Est-ce que vous craignez encore un durcissement, un raidissement du régime de Viktor Orban dans votre pays ? La crainte n'est pas peut-être l'expression juste, le mot juste. On attend ou on prévoit un durcissement, effectivement. Alors, une question aussi qui concerne l'Ukraine, parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce bras de fer entre la Russie d'un côté, l'Ukraine et l'Union européenne, c'est aussi une conséquence indirecte de ce qui s'est passé en novembre 89, la chute du mur de Berlin. On a l'impression qu'aujourd'hui, Poutine, il voudrait rebâtir d'une certaine manière l'empire de l'URSS. Est-ce qu'on est là dans cette espèce de bras de fer ? L'analyse est bonne ? Il y a un lien en ce sens que la dissolution de l'Union soviétique a été le prolongement des événements de 89. Si vous voulez, 89, c'est la périphérie extérieure de l'Empire qui quitte le contrôle soviétique. La dissolution de l'Union soviétique 2 ans après, c'est le prolongement du même processus. L'Empire a véritablement éclaté. Et aujourd'hui, on a un pouvoir à Moscou qui considère que cette perte de l'Empire est je cite Poutine, la plus grande tragédie géopolitique du XXe siècle. Donc eux perçoivent ça, cette dissolution de l'Empire, comme une tragédie, et l'Ukraine est un enjeu majeur dans la tentative de Moscou de rétablir son influence à la périphérie immédiate dans son empire. Mais évidemment, on voit que les Ukrainiens ne l'entendent pas ainsi. Eux, ils voudraient se rapprocher de l'Europe. C'est ça le paradoxe. L'Europe est très attirante à la périphérie, à l'extérieur, et elle est en plein doute à l'intérieur, au cœur même de l'Union européenne. Merci beaucoup Jacques Rupnik de cet éclairage sur ces événements historiques. On en reparlera sûrement plus tard pour le 25e anniversaire de la chute du mur. Merci aussi Andras Faber.